Bienvenue sur le podcast de Elle Digital, le podcast qui met à l'honneur le digital au féminin. Au programme, des témoignages pour permettre à chacune de trouver sa voie, de donner envie d'aller vers les métiers du numérique et inciter les entreprises à toujours plus de mixité. Ce podcast est produit de manière collaborative au sein de la Fondation Elle Digital. Son objectif, favoriser l'inclusion des femmes dans les métiers du digital pour une société plus performante et paritaire. Cette cause vous intéresse ? Vous souhaitez nous rejoindre ? Rendez-vous sur notre site internet www.eldigital.org. Et si vous appréciez ce podcast, partagez-le autour de vous, sans oublier de laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute! Moi, je m'appelle Raphaël Champ, j'ai 28 ans, je suis rédactrice web en freelance. Je suis lyonnaise d'origine, bien que j'ai voyagé un petit peu à gauche à droite et je suis actuellement revenue sur mes terres natales. Je suis en couple avec un compagnon qui est dans le web aussi et du coup nous attendons notre premier enfant pour 2020. On dit généralement de moi que je suis très organisée, que je suis assez débrouillarde. J'accorde beaucoup d'importance à la relation humaine que j'entretiens avec mes clients, ce qui fait que ça nous permet d'un côté de travailler plus longtemps ensemble et en même temps ça permet d'avoir de mener des projets qui se passent bien et qui sont agréables pour tout le monde. Alors moi, quand j'étais petite, j'étais pas axée sur le métier que je fais aujourd'hui. Je voulais être danseuse. En grandissant, notamment je pense à l'époque du lycée, la danse restait toujours une passion pour moi, mais je savais que c'était pas quelque chose dans lequel je voulais forcément évoluer parce que ça allait pas m'apporter tout ce que j'espérais. Du coup, après un bac général, je me suis orientée dans une école de commerce parce que je voulais avoir un cursus assez général pour pouvoir toucher un peu de tout, mais du coup c'était aussi l'occasion pour moi de travailler donc via des stages et de travailler mes langues. Ensuite je suis partie en master à Sciences Po Grenoble. Alors Sciences Po pour le coup c'était vraiment mon rêve de lycéenne. J'avais simplement pas osé passer le concours à l'époque. Du coup, quand il a fallu faire un choix pour mon master, je me suis dit qu'il était hors de question de passer à côté de ce rêve parce que je n'avais pas essayé. Donc du coup, j'ai tout donné pendant ma licence. J'ai passé l'entretien d'admission et c'est comme ça que j'ai intégré un master donc, de communication politique et institutionnelle. On se rapprochait déjà de mon métier actuel, sans être parfaitement dedans, mais il y avait déjà énormément la question du discours, du langage, de l'écrit et évidemment de la communication de manière générale. Je savais que la communication était un domaine qui me semblait convenir à mon profil. Alors, au-delà du stéréotype, parce que j'étais bavarde, je voulais faire de la communication, j'avais vraiment envie de transmettre, envie d'expliquer, envie de faire connaître. Donc du coup, Sciences Po était un choix assez évident pour moi parce qu'il me permettait d'atteindre mon objectif. Donc je termine Sciences Po, je fais mon stage dans la communication institutionnelle territoriale, donc exactement ce que je voulais faire. Et ironiquement, c'est ce dernier stage qui m'a poussée à un petit peu me réorienter. C'est-à-dire qu'après ce stage, j'ai voulu partir à Bruxelles, en Belgique, pour être fonctionnaire européen. J'ai passé le concours et que j'ai raté. Donc en fait, ça a été le moment de la grosse introspection. Et c'est là, en fait, que s'est dessiné le prémisse de mon parcours parce que j'ai travaillé dans le digital, où j'ai travaillé sur de la communication, justement. Et alors, j'ai découvert un autre milieu qui est la communication des toutes petites entreprises. Donc c'est là-dessus que j'ai commencé à travailler dans le web, pour lequel j'étais pas du tout prédestinée. Et donc de cette partie, de cette ouverture vers le web, comment j'en suis arrivée à la rédaction? Par intérêt personnel, parce qu'en fait j'ai ouvert un blog avec une amie. Et c'est à travers ce blog que j'ai découvert que finalement la rédaction, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. Alors pourquoi je dis finalement? Parce qu'il faut savoir quand même que je suis rédactrice web, mais que étant plus jeune, j'avais des grosses lacunes en français. Mais évidemment, au fur et à mesure, on s'améliore, on apprend et on arrive à trouver toutes les ressources qui nous manquent pour bien exercer son travail. Ma toute première mission de rédaction web, elle s'est faite par opportunité dans l'agence d'un de mes amis. Ils avaient besoin d'un rédacteur pour rédiger. À l'époque, c'était uniquement 2 articles. Donc c'était une toute petite commande. Et il m'a demandé de le faire et en fait, j'ai adoré faire ça.
Ça a été vraiment une révélation pour moi. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, un sujet extrêmement intéressant, et puis finalement un métier extrêmement intéressant. Et du coup, pour pouvoir répondre à sa demande, il fallait que je me crée une entreprise. Donc je me suis dit, bah, c'est le moment. Et j'ai créé donc mon entreprise en mars 2016. Après, je me suis sérieusement posé la question en me disant, est-ce que je pourrais pas essayer de le faire avec d'autres personnes? Alors, je ne le voyais pas déjà comme en faire mon travail à plein temps, mais juste essayer avec d'autres personnes. Et comment j'ai fait? Bah, j'ai fait jouer mon réseau. Alors, de quel réseau on parle quand on quasi sort d'études? Eh ben, le réseau déjà de mes profs, le réseau de mes anciens maîtres de stage. J'avais contacté aussi des personnes que j'avais eues en entretien qui, de fait, ne m'avaient pas embauché, mais je leur avais quand même proposé mes services et ça a marché. Donc, en fait, même les tout petits contacts qu'on peut créer le temps d'un entretien, le temps d'une rencontre, le temps d'une soirée, eh ben, ça peut marcher aussi. Je me suis créé un book. Alors pareil, un book à partir de quoi? Eh ben, à l'époque, je l'avais fait à partir de mes articles de blog personnels, en sélectionnant également des travaux que j'avais pu réaliser pendant mes études, et avec l'accord de mon ami en sélectionnant les extraits des articles, des 2 premiers articles que j'avais écrits en tant que rédactrice web. Aujourd'hui, pour expliquer ce qu'est mon métier, j'écris des articles pour des blogs d'entreprise. Du coup, je peux être amenée à écrire sur n'importe quelle plateforme et sur n'importe quel sujet. De manière très simplifiée, c'est ça. Je vais travailler beaucoup dans les domaines de l'industrie, je vais travailler dans les domaines du marketing, du numérique, de l'innovation, du management, des ressources humaines, des relations clients, tout ça. Donc en fait, tout ce qui va concerner les entreprises. Parfois, je peux être amenée à écrire, par exemple, des fiches produits pour des sites e-commerce. Donc le petit texte qu'on voit à côté de la photo du produit. Je peux être amenée à écrire des newsletters, des emailing également, et parfois même des articles sur les réseaux sociaux. Moi, la différence principale entre un rédacteur et un rédacteur web, c'est que le rédacteur web va respecter les règles du digital et surtout principalement les règles du SEO, qui est en fait comment être très 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 visible via les moteurs de recherche. Et donc c'est un service que je propose tous les jours à mes clients. Et c'est aussi pour ça qu'on contacte des rédacteurs web. Moi, je me suis formée à la rédaction web via 2 grandes expériences d'apprentissage. La première, c'est que je me suis appuyée sur la rédaction pure dans mes études. À Sciences Po, de toute façon, on grattait tout le temps. Et du coup, à force d'avoir étudié et ou produit énormément de contenu, ça m'a aidé pour devenir rédactrice, et puis le blog évidemment. Et la partie web, SEO, tout ça, j'ai été complètement autodidacte. Là-dessus, j'ai suivi des formations de Google par exemple, où j'ai passé une certification Google Analytics. C'est une certification qui permet un petit peu d'appuyer son autorité dans le domaine. Mais sinon, c'est un métier où je me suis complètement auto-formée. Et puis j'ai énormément lu, j'ai énormément suivi de webinaires, beaucoup, beaucoup, beaucoup de séminaires en ligne, hein, principalement une formation digitale. J'ai quand même voulu appuyer tout ça par une formation qui était à distance, donc aussi numérique, mais qui a été produite par un organisme de formation. Et du coup, tout ça m'a permis de construire un bagage qui a été suffisant, mais de toute façon, s'il y a une chose qu'il faut retenir dans ce métier, c'est que le bagage n'est jamais terminé. On apprend tous les jours simplement parce que, par exemple, Google change ses algorithmes tout le temps. Donc du coup, on est forcé de s'instruire, on est forcé de se renseigner pour nous donner toutes les clés afin de répondre aux nouvelles exigences que peuvent avoir, par exemple, les moteurs de recherche. Sur une année, 70-80% de mon temps de travail, c'est de la rédaction. Mais c'est pas uniquement tout mon métier. J'ai été pendant 2 ans aussi intervenante dans une école de communication. Et donc du coup, j'ai été amenée en fait, à former des étudiants sur mon métier et sur ses exigences. Mais j'ai pas formé que des étudiants, j'ai aussi formé des professionnels en poste sur les métiers de la rédaction web. Ou depuis 1 an, je propose également des missions de content manager, donc en français on dira responsable éditorial, où en fait je vais gérer toute une équipe de rédacteurs, rédactrices. Du coup, parfois, selon les compétences, les envies et les demandes, on peut être amené à faire autre chose. Et c'est aussi la richesse de mon métier, c'est ce que j'adore faire, c'est la pluralité des projets et des sujets surtout. Et en fait, ça peut propulser très très loin d'être ce que j'appelle rédacteur web plus, avec un peu des connaissances sur d'autres domaines que la rédaction web pure et le SEO pur.
Et du coup, c'est génial d'avoir cette opportunité aujourd'hui dans mon travail parce que du coup, il est beaucoup plus pluriel que je peux parfois le résumer à des gens qui connaissent moins, par exemple. Et du coup, c'est ce que j'aime aussi énormément et c'est ce qui fait que ça fait 4 ans que je le fais et que j'ai pas du tout envie d'en changer. Alors, la journée type d'un rédacteur web, même moi, j'ai pas de journée type aujourd'hui. Disons que mon temps, je le répartis sur ma semaine. Alors, comment on s'organise? Parce que quand on est tout seul, on peut faire absolument ce qu'on veut, on peut travailler absolument quand on veut, surtout quand, comme moi, on n'a pas encore d'enfants. Euh, on peut avoir le rythme qu'on souhaite avoir. Donc, j'ai testé beaucoup de choses. J'ai aussi fait face à quelques démons intérieurs, voilà, quelques défauts que je pouvais avoir. Typiquement, la procrastination. Ça peut marcher, bien sûr, quand on est freelance, mais à long terme, c'est pas toujours évident et puis c'est pas toujours compatible avec la vie qu'on a envie de mener. Donc du coup, comment se passe une semaine? Bah déjà en premier, je vais caler mes articles. Donc je connais la date de rendu. Je sais par exemple, parce que je suis comme ça, que il faut que j'ai écrit mon article 2-3 jours avant, parce qu'il me faudra du temps pour le relire à tête reposée. Et donc du coup, si je connais ma date de rendu, je connais ma date de rédaction. Ma date de rédaction, elle est concordante avec ma date de recherche. Donc en gros, je sais dire dans une journée, eh ben, cet article va me prendre tant de temps à faire, donc je peux en caler X par jour. Et c'est comme ça que se construit la semaine. Et ensuite, eh ben, toutes les petites actions que je peux avoir à faire, et notamment pour gérer ma propre entreprise. Parce que forcément, quand on a sa propre entreprise, on a plein de métiers. Je ne suis pas commerciale, mais je fais de la prospection, voilà, je fais de l'administratif. Donc en fait, toutes ces petites missions, elles s'intercalent entre les deadlines que je peux avoir avec mes clients. Voilà, c'est sur la semaine que je traite mes sujets et que j'arrive un petit peu à voir ce que je suis capable de rendre et ce que aussi je peux proposer comme date de livraison à des nouveaux clients ou des nouvelles commandes. Trouver son organisation quand on est freelance, ça demande de bien se connaître d'abord, parce que certains fonctionnent à la dernière minute, d'autres moins. Ça demande aussi, enfin en tout cas de mon expérience, ça demande de la bienveillance envers soi-même. Parce que parfois, on peut avoir tendance à soit surestimer le temps qu'on sera capable de livrer à une chose. Par exemple, on peut se créer de trop grosses journées parce qu'on se fait des to-do list qui s'étendent tout autour du ventre. Et ça, c'est parfois c'est pas possible, mais c'est pas grave. On n'est pas obligé d'avoir un rythme que connaissent les salariés. On n'est pas obligé d'avoir un rythme de travail avec des horaires imposés, par exemple. Et passer de la logique horaire à la logique projet, c'est pas toujours évident. La logique projet qui est de dire, bah aujourd'hui je dois écrire 3 articles et en livrer 2, bah ma journée elle finit quand j'ai écrit mes 3 articles et que j'ai livré mes 2 autres articles. Mais ça peut dire que je vais finir à 15 heures parce qu'en fait j'ai été hyper performante sur un article, ou ça peut dire que je vais finir à 23 heures parce qu'en fait un article était beaucoup plus compliqué que je l'avais imaginé, et du coup forcément ça repousse mon temps. Donc passer voilà, de la première logique à la seconde est vraiment pas toujours évidente. Moi j'ai été salariée pour vous dire 2 mois dans ma vie, et pourtant je me suis longtemps accrochée à l'idée de la logique horaire et de il faut absolument faire tant d'heures. Et petit à petit, j'arrive doucement à me dire que bah non, je suis pas obligée de fonctionner comme ça et que parfois j'ai des journées beaucoup plus productives que d'autres. Et en même temps, la seule chose que je dois prouver à mes clients, c'est de leur rendre leur production en temps et en heure. Donc au fond, les horaires et la manière dont je m'organise ne regardent que moi. Mais je trouve que j'ai beaucoup manqué de bienveillance envers moi-même pour arriver à ce stade-là et arriver à arrêter de me flageller parce que je faisais pas les horaires que je pensais faire, ou que je travaillais pas de la manière qui me semblait la plus idéale possible. Et ben, faut pas se détester pour autant. Et il faut arriver à relativiser aussi. C'est pas évident, relativiser. En tout cas, moi, c'est pas un de mes points forts, mais 4 ans, au bout de 4 ans, on commence à arriver à quelque chose. Pour arriver à gérer le temps, la pression, les commandes, moi j'ai choisi en fait d'établir un bureau ailleurs que chez moi. Il fallait que je me mette dans un cadre où j'étais obligée de travailler. Donc du coup, j'avais décidé de partir en coworking pour avoir un environnement qui n'est dédié qu'à ça, où je ne faisais rien d'autre, et de pouvoir rentrer chez moi en me disant c'est bon, c'est fait, maintenant je peux passer à autre chose, ma journée est terminée. Donc maintenant ça fait 1 an et demi que je suis dans cette espèce de coworking et j'adore y être parce que bah forcément on noue des relations. Il n'y a aucune pression, il n'y a aucune compétition entre nous.
Et donc ça crée un environnement extrêmement agréable et du coup ça crée une émulation qui m'a déjà ramené des contrats par exemple, qui m'a permis aussi d'en proposer à des amis et puis qui apporte beaucoup de bonheur. De manière générale, moi tous les matins je suis très contente d'aller au travail comme je dis. Il faut dire que mon métier de rédactrice web, je l'associe énormément à mon statut de freelance. Je pense pas du tout vivre la même vie que une rédactrice web salariée, par exemple. Après, être rédactrice web dans une agence, ça apporte, je pense, aussi énormément de pluralité à son métier. Mais ce que j'aime aussi surtout, c'est être indépendante. Vraiment indépendante. Je dirais pas que j'ai un problème avec l'autorité, loin de là. Justement, ce qui est ironique aussi, c'est que j'ai pas du tout, quand on regarde des quiz, des sites, des tests, j'ai pas du tout le profil de la bonne freelance. Et pourtant, j'adore ce que je fais et pour l'instant, je ne veux pas en changer. Mais du coup, cette pluralité, c'est sûr que je l'obtiens, je pense uniquement parce que je suis freelance. Simplement parce que j'ai pas de carcan, je suis rattachée à personne. Les choix sont mes choix propres et que du coup, vu que je dépends de personne, bah, je peux aller dans toutes les directions dans lesquelles je veux aller. La liberté, je la ressens au quotidien, mais je la ressens aussi dans mes grands projets de vie. Avec mon compagnon, on a décidé d'avoir un enfant. Aujourd'hui, donc je suis enceinte, hein, et ça, on devrait elle devrait être avec nous sous peu. Et en fait, je sais que j'ai pu entamer ce projet parce que je savais que j'étais en capacité d'assumer un enfant tout en travaillant. Je veux dire qu'être freelance, j'ai pas d'horaire. J'ai aucune justification à donner à personne. Je m'organise absolument comme je veux. Donc, c'est ce qui m'a permis aussi de beaucoup relâcher la pression autour de l'enfant. Alors, quand j'entends pression, c'est plus bah, comment organiser son quotidien. Parce que nous, c'est notre premier, hein, donc je ne sais pas du tout ce que c'est que d'avoir un enfant aujourd'hui et de jongler entre sa vie pro et sa vie de maman. Et en fait, ce qui m'a permis de sauter le pas, c'est de me dire que bah, je pourrais le faire parce que j'aurais la liberté de le faire. Et surtout, j'aurais la liberté de le faire comme je l'entends. Donc, les horaires, par exemple, mais des choses très concrètes du quotidien, hein, les horaires pour la garder, en cas de maladie, s'il lui arrive ci, ça, pour l'allaitement, pour le congé parental, enfin toutes ces questions. Je vois bien que c'est quand même un des challenges principaux de mes amis qui sont pour le coup salariés. Bah, moi, je me dis, bah, en fait, vu que je fais ce que je veux, bah, je ferai encore ce que je veux à ce moment-là. Et que du coup, bah, ma fille tombe malade, bah, je me rendrai disponible parce que j'arriverai à travailler d'une autre manière. Parce que si j'arrive pas à travailler, voilà, de 15 à 18, et bah, ce sera le soir, ce sera le week-end. Vu que c'est moi qui organise mon planning, quoi qu'il arrive, j'espère, je croise les doigts, mais je serai logiquement en capacité de pouvoir la gérer. Depuis donc janvier 2019, le congé maternité d'une indépendante, donc d'une femme chef d'entreprise, est aligné sur celui d'une salariée. Donc on a quand même une grosse stabilité à ce moment-là de notre vie, c'est-à-dire qu'on a le droit aux 16 semaines de congé, on a le droit à une aide pour ce que j'appelle le manque à gagner, donc le fait qu'on ne travaille pas, bah voilà, et on a le droit à une aide parce qu'on est parent. En fait, on cumule deux aides qui nous permettent d'arriver à une somme à la fin du mois qui aujourd'hui se situe à environ 1500 euros net, hein, évidemment, et on a le droit à ça pendant nos 16 semaines. Du coup, pendant mon parcours, j'ai été amenée forcément à présenter mon métier à pas mal de personnes et je pense notamment à mon entourage qui, au fur et à mesure, a créé, en tout cas m'a permis de créer dans ma tête une petite compilation des a priori du freelance parce que je me rends compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de peur et peut-être de fausses images de ce statut. Alors, c'est moins lié à la rédaction web, hein, évidemment, c'est surtout lié au statut de freelance, mais j'entends quand même régulièrement quelques discours. Le premier, c'est de dire que être freelance, c'est être seul. Et ben loin de là. Loin de là, indépendant n'est pas égal à seul. Indépendant est surtout égal à libre. En fait, c'est le premier terme qui est mis à l'esprit. Je n'ai jamais été aussi libre que maintenant. C'est quand même un apport qui n'a pas de prix. Donc du coup, je suis loin d'être seule. Pourquoi? Parce que je vais travailler avec des équipes et on est en communication constante. Les réunions, les échanges téléphoniques, les mails, enfin vraiment, je les vois pas tous les jours, mais quand bien même, je leur parle tous les jours. On développe, quoi qu'il arrive, un réseau, on développe un entourage. J'ai pas mal de mes clients qui sont aujourd'hui devenus des amis. Il y en a même, comme je dis, il y en a certaines que je vois plus autour d'une bière qu'autour d'une table de réunion.
La deuxième chose que j'entends très souvent, c'est que être freelance, c'est être bloqué. C'est-à-dire que si on commence par développer son activité dans une optique très opérationnelle, comme la rédaction web, on ne fera pas autre chose. Et en fait, loin de là, très 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 loin de là. Comme vous le voyez dans mon parcours, je n'ai pas du tout fait que de la rédaction web, quoi. Je pensais moi-même que ce serait assez difficile de sortir de la rédaction web pour aller proposer autre chose. Et finalement, c'est faisable d'aller proposer, par exemple, de monter à un niveau de stratégie en étant responsable éditorial ou de transmettre à travers la formation. Et en étant maître de son métier, et ben en fait, c'est nous qui l'orientons. Et on l'oriente absolument comme on veut. Comme en entreprise, on dirait monter en compétences, bah, on peut prendre des responsabilités. Ou alors, il y en a pour qui l'expérience s'oriente de plus en plus uniquement dans les domaines qui les passionnent. On peut s'ultra spécialiser. Donc c'est ça aussi qui est extrêmement intéressant. C'est un milieu très évolutif. Un autre a priori que je dirais, c'est que je liste et que j'entends extrêmement régulièrement, c'est celui de l'instabilité. Alors, de fait, oui, en étant freelance, on est instable. Pourquoi? Parce qu'on fonctionne à la mission et que des missions, bah, c'est pas régulier. Comment on arrive à pallier le problème? Ben, en prospectant régulièrement, en ayant un vivier de clients fidèles, en axant ces stratégies, ces propositions sur ce qu'on appellera du blogging. Donc le blogging, c'est le fait d'écrire régulièrement pour un client. Et du coup, ça nous force à aller, je pense, plus vite. C'est-à-dire d'apprendre encore plus vite que si on était au sein d'une agence ou chez l'annonceur, où finalement cette problématique n'est pas la nôtre. Si je devais donner quelques conseils aux jeunes filles qui nous écoutent aujourd'hui, sachez que la rédaction web, c'est un métier qui va rester, parce que le contenu est et reste le cœur de la communication, quel que soit le contenu. Mais le contenu texte est quand même souvent le plus abordable, le plus accessible et le plus utilisé. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose, si la rédaction vous passionne, si vous aimez écrire, si vous aimez transmettre, c'est parfait. Ça peut complètement être fait pour vous. Il faut savoir que quand on est rédacteur web, on n'est pas, on est des littéraires, oui. C'est bien d'avoir, par exemple, de lire pas mal parce qu'on a pas mal de nouvelles expressions qu'on va pouvoir utiliser. C'est pas mal d'avoir des références, un peu de culture G. Ça permet toujours d'améliorer ses contenus. Mais écrire pour le web, c'est pas écrire un roman ou une œuvre. Si vous aimez jouer avec les mots, si vous aimez trouver la bonne formulation, si vous êtes parfois dans la recherche du détail qui fera mouche, si vous aimez parler de tout, sans exiger une arme d'artiste non plus, c'est vraiment un super métier. Une autre raison qui me fait dire que rédactrice web, c'est un métier d'avenir et qu'il faut surtout oser, si ça vous tente que vous soyez étudiante en reconversion ou que simplement vous y pensiez, très clairement, grâce au digital, vous n'avez jamais eu autant d'ouverture pour votre métier et pour la manière dont vous allez l'exercer. Alors évidemment, notre métier n'existerait pas s'il n'y avait pas Internet, mais au-delà de ça, la manière dont on travaille et les moyens de communication qu'on a avec nos clients, bah, tout ça c'est grâce au digital. Et c'est ce qui nous permet de ne pas exiger toujours de travailler en présentiel. Il faut savoir que moi, il y a beaucoup de clients que je n'ai jamais vus, par exemple. Mais du coup, grâce au digital et à tous les moyens de communication et de travail en équipe, aussi tous les outils collaboratifs permettent de très bien faire son job à distance. Et du coup, c'est une formidable opportunité pour nous que de construire notre travail et de le faire évoluer. Comment établir ses tarifs? C'est une grande question qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. C'est pas un détail, c'est hyper important parce que comme dans toute gestion d'entreprise, il faut que ce soit rentable pour vous. Premier élément, renseignez-vous. Alors, vous avez plusieurs moyens de le faire. Le premier, vous avez des sites, des articles de sites ou des sites même entiers qui ne sont dédiés qu'à ça. Deuxièmement, renseignez-vous sur des plateformes de freelance. Je pense à Malte, je pense à 404 Works et à plein d'autres plateformes qui vous permettent de savoir à peu près à combien se situe la concurrence. Et je vous dirais, faites les plateformes plus 10%. Pensez à votre tarif le plus haut et rajoutez 10%. Parce qu'en fait, on a souvent tendance à sous-estimer. Ça, c'est un autre versant du freelance qui est le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est un nouvel ami que vous allez sûrement rencontrer. Je ne vous le souhaite pas, mais ça peut être le cas. Qui est de dire non, mais qui paierait aussi cher pour ce résultat?
Bah en fait, beaucoup plus de personnes que vous le croyez. Ne vous dévalorisez pas. Si on fait appel à vous, c'est parce qu'on a besoin de vous. L'oubliez jamais. Pour moi, s'il y a une chose à retenir en tant que rédactrice web freelance, vraiment, et dans le métier et dans le statut, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. On voit beaucoup de rédacteurs et de rédactrices web sur Internet, on voit beaucoup de freelance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de clients en face. Il y a souvent plus de clients que de prestataires. Ça fait pas de mal de rencontrer d'autres rédacteurs et rédactrices web freelance parce qu'en fait, ce ne sont pas vos concurrents. Ça peut être des personnes ressources, ça peut être des personnes relais, ça peut être des personnes extrêmement intéressantes pour vous, votre parcours et qui peuvent parfois ou vous apprendre plein de choses, ou vous aider quand c'est compliqué. Mais la concurrence, elle n'est pas vraiment là, parce que chacun son domaine et chacun sa manière de faire les choses, et surtout chacun sa manière d'écrire. Donc il y a absolument de la place pour tout le monde. Ne l'oubliez jamais. Une citation qui m'a beaucoup parlé pendant ces 4 ans, c'est une citation de Richard Branson, qui, si je ne me trompe pas, est le patron de Virgin, qui disait acceptez d'abord et apprenez ensuite. Dans le sens où c'est pas parce qu'on sait pas faire aujourd'hui qu'on est incapable de le délivrer. On peut avoir la chance d'avoir plusieurs commandes, opportunités, demandes sur des sujets, des domaines ou des supports qu'on ne connaît pas. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, je pense surtout quand on m'a proposé d'être intervenante. Je n'avais absolument jamais fait ça de ma vie. J'avais 26 ans, être face à une classe de 30 élèves de 23 ans, c'était clairement pas évident pour moi, mais en même temps, c'était extrêmement formateur. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant cette notion de accepte d'abord, apprends après. On peut pas échouer parce qu'on se donnera les moyens d'apprendre. Si on est suffisamment rigoureux envers soi-même et envers son job, on se donnera les moyens d'apprendre et d'être capable de répondre à une demande de manière satisfaisante. Question tac au tac. Thé ou café? T. LinkedIn ou vidéo? LinkedIn. Instagram ou Facebook? Instagram. Podcast ou musique? Podcast. Netflix ou télévision? Netflix. Trello ou Slack? Trello. Sandwich ou salade? Sandwich jambon beurre. PC ou Mac? PC. Yoga ou CrossFit? CrossFit. Print ou web? Web. Escarpin ou basket? Basket. Smartphone ou ordinateur? Ordinateur. Pour plus d'infos sur ce podcast, www.eldigital.org. Merci pour votre écoute. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau témoignage.